très plaisir chaque fois de vous rejoindre, effectivement, tous les 2-3 ans au gré de mon actualité éditoriale. Et quand je t'ai écouté, en tout cas, je me suis noté 2 choses. Donc ça me fait plaisir parce que tu as apparemment parlé d'un groupe de formation, d'une formation autour de la performance et harmonie. Oui. C'est la première fois que j'entends le mot harmonie, en tout cas dans le cadre d'une formation. Et ça me fait plaisir parce qu'en 2016, j'étais venu parler de ça. Et c'était notamment, tu vois, un de mes premiers bouquins, c'était la Tao Entreprise, Performance Globale et Harmonie. Donc quand tu parles de ça, pour moi, c'est une musique qui est extrêmement douce et suave à mon oreille, si tu veux. Elias, et ça me fait très plaisir de voir que ces mots-là commencent à rentrer dans le monde du travail. Voilà. Je peux t'envoyer le programme, d'ailleurs. Bah oui, pour voir quel en est le contenu. Voilà. Avec grand plaisir, Elias. Voilà. Et puis également, sur la base de ce que tu as dit, je réagis aussi quand tu as dit faire plus avec moins. Ben ça, c'est une superbe transition par rapport à ce qu'on va se raconter cet après-midi. Parce que ça, c'est un principe de frugalité. Et la nature, justement, est un modèle de frugalité. Et faire plus avec moins, justement, c'est notamment une partie de ce que je voulais vous raconter cet après-midi. Et donc, sans s'être concerté, c'est une belle transition, en tout cas, que tu m'offres sur un plateau. Merci à tous d'être là. Voilà, je suis très content de vous voir si nombreux. Pour parler donc du fruit de ces travaux, en tout cas, moi, ça fait une 12aine d'années que je me suis mis en chemin. Après avoir été, comme vous, dirigeant, hein, puisque j'étais directeur client de Tisséo. Tisséo, ce sont les bus, les métros, les tramways de Toulouse. Donc j'ai fait ça avec un très grand plaisir pendant 4 ans. Et puis après, effectivement, au sein du groupe EDF, Enedis, aujourd'hui encore, où je travaille effectivement sur tout ce qui est politique client, marketing, etc. Voilà, et à côté, comme vous peut-être, eh bien, chacun d'entre nous, on a plusieurs vies. Et moi à côté, eh bien, donc, je suis enseignant de Qigong, voilà, je donne des cours à droite et à gauche, et j'ai donc créé une démarche que j'ai intitulée donc, le leadership taoïste et biomimétique. Je rajoute de plus en plus le biomimétique parce que ça fait moins peur que taoïste. Parce que taoïste, ça renvoie effectivement à la Chine, qui n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui. Et puis, tout le monde n'est pas taoïste première langue, parce que c'est quelque chose, à part le yin-yang qu'on voit sur tous les t-shirts du monde entier, effectivement, à part ça, le taoïsme, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, leadership taoïste et biomimétique. Et moi, mon travail, c'est en fait de faire ce grand écart entre votre monde, qui est le monde de l'entreprise, qui est le monde de l'organisation, qui est le monde occidental, qui est le monde de la vitesse, qui est le monde de la performance, avec un autre monde, qui est le monde de la nature, qui est le monde de l'harmonie. C'est ça. Et moi, tout mon travail, quand j'accompagne les dirigeants, en tant que coach, consultant ou formateur, tu vois, je mélange tout ce que vous avez raconté ce matin, indifféremment et indistinctement, eh bien moi je leur raconte comment et pourquoi la nature pourrait les rendre plus performants, notamment en passant par la case de l'harmonie. Et l'harmonie, on a un superbe maître enseignant en face de nous, sans qu'on puisse forcément décrypter ce maître enseignant, c'est la nature. Donc chacun d'entre nous, on passe peut-être tous les week-ends à marcher dans les bois, sans voir tous les enseignements qu'il y aurait finalement, tout ce que les arbres pourraient nous dire, tout ce que les animaux pourraient nous dire, et nous rendre meilleurs en tant que dirigeants et leaders. Et il y a un proverbe chinois qui dit, vous savez que les Chinois ont un proverbe pour tout, comme les Français quasiment. Et les Chinois disent la chose suivante. Pour celui qui ne sait pas lire, un livre n'est qu'un bloc de bois. Eh bien moi, mon travail, c'est d'apprendre aux dirigeants à lire, à décrypter la lecture, la grammaire de la nature pour les rendre plus performants et plus harmonieux. Voilà, donc quand on a compris ça, on a tout compris. Et donc au début, c'est un peu bizarre finalement de tenter de rapprocher des mondes qui ne se parlent pas, le monde du travail et le monde de la nature. Et au contraire, je pense qu'il y a plein de choses à dire et à trouver en créant des passerelles entre ces mondes improbables qui pour l'instant ne se parlent pas. Voilà, donc ça c'est mon job. Et j'ai rassemblé tout ça par une formule, une devise, un slogan qui est le suivant, c'est « Que ferait la nature si elle était dans votre fauteuil ?» Si elle était où? Dans votre fauteuil, Ah ouais. à votre place. Et là, dans la bulle qui est derrière moi, c'est autrement formulé, c'est « Et si la nature était votre meilleur conseiller ?» On parle toujours de la solitude du dirigeant, mais en fait, pour celui qui sait décrypter les lois de la nature, il découvre qu'il n'est jamais seul. Et qu'il a en lui et autour de lui plein de choses qui pourraient l'enseigner pour celui qui est capable justement d'être instruit
par cette connaissance qui est partout, sans jamais la voir. Oui, c'est ça la grande idée. Bon, voilà, donc moi j'accompagne donc les dirigeants sur des problématiques soit personnelles, hein, donc il y a des... Donc ça c'est plutôt du coaching, hein, des dirigeants qui viennent me voir sur, par exemple, sur des problèmes d'addiction, sur des problèmes pour les rendre plus performants, sur la prise de parole en public, etc. Mais il y a aussi des questions autour de la qualité de vie au travail, des questions autour de la démotivation des équipes, des questions autour de l'accidentologie, donc des questions autour de la raison d'être, etc. Des bonnes pratiques de la nature, par exemple pour optimiser mon management. Plein de questions diverses et variées. Alors vous pourriez vous dire, mais être expert dans tous ces domaines, c'est pas évident. Eh bien c'est là où la nature nous rattrape. Parce que la nature, et je vais y venir tout à l'heure, c'est un des messages que je voulais vous faire passer, c'est que les lois qui s'appliquent aux individus sont les mêmes que les lois qui s'appliquent aux managers, qui sont les mêmes lois qui s'appliquent aux leaders, qui sont les mêmes lois qui s'appliquent à l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation, qui sont les mêmes lois qui s'appliquent à l'ensemble de la société, et qui s'appliquent aux mêmes lois et qui s'appliquent à l'ensemble de la nature en tant que telle. Pourquoi? Parce que toutes les sagesses du monde nous démontrent que finalement, la nature, ce n'est pas quelque chose qui est à côté de nous, mais la nature, c'est nous. Et quand on a compris ça, on commence à rentrer dans une approche tout à fait particulière du leadership, qui est aujourd'hui complètement émergent sur le plan académique. Et ce que je vous dis, ce sera peut-être une nouveauté cet après-midi, mais qu'il y a tout un mouvement émergent dans le domaine de la recherche aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus de papiers de recherche, de doctorants, de chercheurs, de profs qui travaillent sur ces questions-là, autour d'un mouvement qui s'appelle le leadership spirituel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du leadership spirituel. Et à l'heure à laquelle je vous parle, le premier bouquin, en tout cas, un des premiers, donc un chercheur qui fait référence sur le sujet en France aujourd'hui, c'est Catherine Voynet-Fourboud. Donc elle est prof à Assas, Paris 2, et donc elle a lancé donc, une bouteille à la mer pour lancer le premier bouquin sur le leadership spirituel en pratique. Donc j'ai eu la chance de contribuer parmi d'autres plumes à ce superbe ouvrage qui a été reconnu, ça date du début de semaine, vous voyez, c'est vraiment pas vieux, donc du premier ouvrage académique agréé pour aider les leaders finalement à trouver des solutions très concrètes, pas théoriques, hein, mais très concrètes, pour les aider dans votre leadership, à la fois pour obtenir évidemment la performance, mais aussi l'harmonie à laquelle Elias faisait allusion tout à l'heure. Et là aussi, un autre message que je vous adresserai cet après-midi, c'est de dire que la performance n'est pas un objectif, la performance est une conséquence de l'harmonie. Exactement. Et là, on commence à renverser le cerveau et à ne plus penser comme un occidental. On a tendance à considérer en Occident que parce qu'on va mettre effectivement le réel dans des plans d'action, on va obtenir un résultat. Mais ça relève un peu de la pensée magique. Moi, j'ai été dans une vie antérieure responsable de la prévention sécurité. Donc le but du jeu à la fin de l'année, c'était d'avoir 0 accident. Eh bien, on avait des plans d'action au kilomètre avec de superbes actions, toutes plus meilleures les unes que les autres. On avait des groupes de travail, etc. Et bizarrement, on se rendait compte qu'à la fin de l'année, c'est bizarre, mais on n'arrivait pas finalement au 0 accident. Il y avait toujours des blessés, que ce soit chez nous, que ce soit chez nos prestataires. Et donc, la belle intention et la pensée magique du 0 accident, on n'y arrivait pas en fait. Tout simplement parce que le plan d'action c'est bien, mais derrière il faut s'assurer au quotidien et dans le réel, par des petites choses au quotidien, le management visuel et puis carrément le comportement des uns et des autres, qu'au bout du bout, et ça c'est le 18e principe taoïste, au regard de la grille que je vais vous présenter, qui fait que de manière extrêmement pragmatique, à la fin et au bout du bout, on n'a pas d'accident. S'il n'y a pas l'intégration au quotidien avec des petites choses au bout du bout, avec le dernier acteur responsable, donc qui fait attention là où il met les pieds, etc., vous aurez encore des accidents à la fin de l'année. Et ça, la nature nous apporte plein de choses pour expliquer comment on peut faire. Donc pourquoi aujourd'hui, véritablement, c'est un message fort à mon avis, je ne suis pas sûr que vous l'entendiez très souvent. Le mot d'environnement a été cité tout à l'heure, on n'a jamais autant parlé d'environnement, mais autant comprendre l'environnement et ne pas simplement le subir. L'environnement, on en parle simplement que lorsqu'on parle de crise, sauf que l'environnement, la nature, ça peut être aussi un enseignant. Et là, à ce moment-là, on commence à entretenir une relation positive à la nature et non pas simplement réactive et défensive par rapport à une menace qui s'avance. Donc, pourquoi s'intéresser, pour vous en tant que professionnel, en tant que leader, en tant que dirigeant, à la nature et à la sagesse taoïste? De manière très pragmatique, j'ai essayé de mettre 4-5 idées là-dessus.
Parce que les lois de la nature sont les mêmes que celles qui gouvernent les hommes et les systèmes. De la même manière qu'il y a par exemple des saisons, ça c'est vrai, c'est une réalité, il y a un printemps, il y a un été, il y a un hiver, etc. Eh bien, parce qu'on a vécu beaucoup plus longtemps au rythme de la nature, ça fait au moins, l'Homo sapiens c'est 300 000 ans. Donc depuis 300 000 ans, on vit au rythme de la nature. Donc il y a en chacun de nous et en chacun de vos collaborateurs, je vais prendre l'hypothèse que non seulement pour vous, mais que vous avez aussi des équipes, chacun d'entre nous, on vit au rythme de nos saisons intérieures. Et considérer que vos collaborateurs sont les mêmes au printemps qu'en été et qu'en hiver, c'est tout sauf juste en fait. Et il y a certaines entreprises qui commencent à considérer, à introduire une saisonnalité dans les rythmes de travail. Et raisonner comme ça, c'est commencer à raisonner comme la nature parce que, je le redis, de la même manière qu'il existe des saisons à l'extérieur, il existe aussi des saisons à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle les biorhythmes et c'est ce qui explique par exemple que durant l'automne, eh bien, il y a la dépression saisonnière, on a besoin de dormir plus longtemps, qu'on est moins efficace au boulot, et que pour lancer des projets, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Donc on appelle ça dans le monde du végétal la dormance. De la même manière, vos équipes entrent en dormance à partir de l'automne. Ce sont les bronchites, ce sont les rhumes, c'est tout ça. Donc l'immunité également recule. On appelle ça un reflux du qi, hein, avec les mots de la Chine. A l'inverse, l'été, ben, c'est dans les sociétés traditionnelles, par exemple, en respectant ces biorhythmes, le moment où on faisait les foins toute la journée, on se levait très tôt, et en plus le soir, on allait au bal, en plus on se couchait très tard pour aller trouver sa promise, parce qu'on avait la pêche, on avait le jus pour faire tout ça. Donc on comprend assez vite et assez bien qu'on travaille beaucoup l'été, et on travaille assez peu durant l'automne et l'hiver. Or, nous sommes dans des sociétés achroniques, vous l'avez compris, c'est-à-dire où on cherche finalement, en fin d'année en règle générale, c'est la période des bilans, des queues de budget, il faut terminer les dossiers avant justement le 1er janvier, etc. On n'a rien compris au monde de la nature et à ce que l'on est fondamentalement. Vous voyez comment on commence à rentrer dans le management de la nature d'une manière extrêmement pragmatique. Ok, donc je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas partir en congé l'été, parce que là, je vais avoir des problèmes avec les syndicats et les représentants du personnel. J'étais aussi président du CHSCT, je sais que ça a été un peu dur. De la même manière qu'il existe des cycles longs sur une année, il existe aussi des cycles courts sur une journée. Là aussi, je crois l'avoir dit il y a 2-3 ans dans cette enceinte. Il existe des saisons dans une journée. Si vous voulez optimiser le résultat, la production de vos réunions, eh bien sachez que vos réunions créatives, vous devriez en priorité les créer le matin, les programmer le matin. Si vous avez des réunions stratégiques, plutôt à midi, l'énergie du feu. Si vous avez des temps de convivialité, des temps de lien, des temps plutôt sympas, etc., profitez du moment du repas et puis également des pauses. Si vous voulez parler de comptabilité, de choses qui travaillent autour de la sécurité de l'entreprise, donc tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est protection informatique, tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptabilité, gestion, plutôt l'après-midi ou la fin de l'après-midi. Et puis ensuite, si effectivement il y a le temps du repos, ça c'est plutôt la nuit, c'est l'énergie de l'eau. Et à ce moment-là également l'énergie de l'open-minded, c'est-à-dire l'énergie de la connaissance large, au sens large, c'est-à-dire s'ouvrir l'esprit. Théoriquement, cette réunion, elle aurait pu avoir lieu plutôt, on va dire, en after work. Parce que ce que je vais vous raconter cet après-midi, c'est plutôt, on va dire, une information de nature eau. Et à ce moment-là, c'est plutôt, finalement, en fin de journée, quand vous êtes complètement décontracté, vous êtes open, de toute façon, vous êtes tellement fatigué que vous êtes obligé, voilà, vous êtes un peu hagard. Et à ce moment-là, vous accueillez. Ça, c'est l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, c'est l'accueil absolu, c'est la réceptivité, c'est le grand yin. Et notamment, je ne veux pas aller trop loin non plus là-dessus, actuellement, donc, nous sommes dans une année du tigre d'eau, et donc on est en réceptivité absolue, donc c'est le grand yin, et l'eau doit circuler. Et c'est la raison pour laquelle tous les événements qu'on vit en 2022, qui font suite là aussi à d'autres choses, donc au buffle de métal de l'année dernière, tout ça, ça s'explique sur le plan énergétique. Si vous avez des questions sur le sujet, ça va être passionnant, et ce sera sans doute pour l'after work et pour le buffet de tout à l'heure. Les lois de la nature sont les mêmes que celles qui gouvernent les hommes et les systèmes. Je pourrais aller très loin là-dessus, chaque bulle pourrait faire l'objet d'une conférence. Sachez par exemple que le corps humain est à l'image du monde en fait. Pourquoi? Parce que regardez nos vaisseaux sanguins, la forme des vaisseaux sanguins, c'est la même forme que le delta du Nil vu par satellite.
c'est la même forme qu'un éclair, etc. Donc, la nature reproduit ce qu'on appelle des schèmes, c'est-à-dire des formes de base, en fait, qu'elle reproduit, quelle que soit l'échelle, parce que la vie est fractale. La nature nous enseigne, par exemple, la fractalité du monde. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est vrai au niveau de vos équipes, des individus, l'est au niveau des équipes, de l'entreprise, de la nature, blablabla. Une autre forme pure, c'est la spirale. La spirale, par exemple, c'est un ouragan, c'est une galaxie, mais c'est aussi l'implantation de votre cuir chevelu. C'est un coquillage. C'est le tourbillon du vortex de votre lavabo, notamment pour les hommes de l'assistance qui se rasent le matin. Pour ceux qui se rasent encore, parce que la barbe, effectivement, aujourd'hui est à la mode. Les formes pures. Donc ça, c'est intéressant parce que même la spirale, vous pouvez voir comment vous l'utilisez dans votre management d'équipe. C'est intéressant. Et donc là aussi, on peut embarquer une équipe avec la forme pure de la spirale. C'est intéressant. Et ce n'est pas un cercle. La spirale, c'est un cercle qui bouge. Et comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Donc, à voir comment, avec les équipes, on peut effectivement, par un mouvement ascendant, comme ça, créer un phénomène de spirale. C'est intéressant. Deuxième grande idée, je l'ai dit, la performance est une conséquence et pas un objectif. C'est parce que l'arbre a un bon terroir, il y a une bonne humidité, une bonne pluviométrie, le soleil est au rendez-vous, que l'arbre pousse droit et produit des fruits. Eh bien, l'image de l'arbre, c'est la même chose que votre management. C'est parce que vous avez su trouver et installer les conditions de l'harmonie de votre équipe qu'à ce moment-là, votre équipe donnera le meilleur d'elle-même, sera motivée et, selon un mot consacré aujourd'hui, engagée, et que vous obtiendrez des résultats. Votre arbre, c'est votre équipe. Et vous, vous êtes le jardinier de votre équipe. Et quand on comprend ça, à ce moment-là, effectivement, on fait un pas de côté et on se met non plus dans la peau d'un manager un peu contrôlant, etc., mais dans la peau d'un jardinier. Et l'approche que l'on a vis-à-vis d'une fleur n'est pas du tout la même, ou d'un arbre, que celle que parfois on peut entretenir vis-à-vis d'un autre humain. Or, la nature nous enseigne qu'il faut donner avant de recevoir. C'est parce que vous arrosez la plante qu'elle poussera. Et vous n'allez pas voir votre fleur, votre plante, en lui disant « si tu es sage, si tu as de bons résultats, fleur, à ce moment-là, je t'arroserai. » Parce que sinon, la fleur ne poussera jamais. Donc, si vous considérez, si un jour, voilà, vous avez envie de dire, vous posez la question de ce qu'est un bon manager, remplacez votre collaborateur par une fleur, par une plante. Et à ce moment-là, je pense que vous pourriez avoir des idées sur ce qu'est la posture managériale juste. D'accord? C'est facile, ça. Ça, c'est facile. C'est facile à dire, mais difficile à réaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des contraintes quotidiennes mais de la même manière que la fleur, eh ben, elle essaye de pousser entre les cailloux, entre les fleurs qui lui font concurrence, etc. Elle essaye de faire sa place. Et allez vous promener dans une forêt et regardez comment les arbres trouvent leur place. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et parfois, vous avez, par exemple, voilà, vous avez 10 cm, c'est incroyable. Chaque feuille s'arrête là où finit l'autre, où commence l'autre arbre. Et vous avez un espace de lumière comme ça, où chacun se respecte et trouve sa place. C'est extraordinaire. Allez vous faire enseigner par la nature. La nature est un système holistique et harmonieux de référence par son expérience inégalée. Oui, la première cellule, le corps unicellulaire, c'est 600 millions d'années. Depuis 600 millions d'années, la nature fait des essais-erreurs, parce qu'elle fait aussi des erreurs, la nature. Puisqu'il faut savoir que depuis 600 millions d'années, 98% des espèces que la Terre a portées n'existent plus. N'existent plus. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, puisque la nature elle-même en a fait beaucoup. Il y a eu 5 extinctions majeures et une vingtaine d'extinctions mineures. Donc, n'ayez pas peur si vous faites des erreurs, moi aussi j'en fais, mais étant donné qu'on est la nature, c'est normal. D'accord ? Sachez que les neuroscientifiques démontrent que chaque heure, ça ce sont les neuroscientifiques, démontrent que notre cerveau commet 10 erreurs. Chaque heure. Chacun d'entre nous. Donc si vous voulez, ceux qui vous parlent de perfection, à mon avis, ils ne savent pas ce qu'est un cerveau. Alors ça peut être des petites erreurs, du style prendre un mot pour un autre, un petit bégaiement, voilà, 10 par heure. D'accord ? Se tromper de chemin, voilà. Faire tomber un gobelet. Aujourd'hui, on vit dans un monde VUCA. Donc un monde VICA ou VUCA, selon. Donc volatile, incertain, complexe et ambigu.
auquel, excuse-moi, on vient de rajouter la dangerosité. VICAD. Le D. Le D, donc VICAD. VICAD. On vient de rajouter ça. On n'arrête pas le progrès. Donc, ce qui est bien, c'est que donc ça devient de plus en plus compliqué pour un dirigeant de prendre les bonnes décisions au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, etc. Donc je connais quelqu'un qui est très proche, un dirigeant récemment me disait « Oh là là, j'ai un partenaire, c'est terrible parce que c'est avec lui que je développe des solutions logicielles. Il est en train de me faire un enfant dans le dos et il devient concurrent finalement par rapport à la solution logicielle que je développais avec lui à destination des vétérinaires, c'était dans le monde de la santé animale. Et donc là où auparavant j'étais le seul à développer des solutions informatiques, maintenant le partenaire avec lequel je travaillais sur des événements, etc., il est en train de faire la même chose. Et donc là on entre dans la zone trouble, ambiguë et complexe de ce qu'on appelle la coopétition, qui est documentée sur le plan académique, c'est-à-dire que le partenaire d'hier peut devenir le concurrent de demain. Donc le monde est complexe, volatile, et c'est là où c'est intéressant de faire appel à des modèles de référence pour se laisser inspirer par des modèles qui ont fait leur expérience depuis qui ont prouvé leur efficacité depuis 600 millions d'années. Le modèle de référence, il s'appelle la nature, qui travaille dans un monde VICA ou VICAD, dangereux aussi, parce que bon, il est quand même dangereux d'évoluer dans la nature parfois, depuis 600 millions d'années. Donc pourquoi s'intéresser à la nature, notamment pour cette raison-là? En tout cas, c'est ce que j'explique aux dirigeants que j'accompagne. Si vous cherchez un modèle, la nature en est un. Les sages taoïstes donc, examinent la nature depuis près de 3 millénaires. Pourquoi le taoïsme aussi? Parce que le taoïste donne depuis 3000 ans des grilles de lecture des lois du monde, en fait, des lois de la nature. Parce que forcément que la question que vous allez me poser, ok, on est à peu près convaincu de l'intérêt qu'on aurait à comprendre et décrypter la nature, mais maintenant, c'est quoi les lois de la nature que je pourrais m'appliquer? Bien, ça tombe bien, parce qu'on a une tradition, qui est la tradition taoïste, qui, depuis 3000 ans, tente de comprendre comment le monde fonctionne. Et parce que la performance, c'est pas nouveau, hein, parce que la performance, les taoïstes la cherchaient il y a déjà 3000 ans pour la combativité des armées, notamment pour les guerriers, pour les médecins pour mieux soigner, les empereurs pour mieux gouverner leur empire, et également les hommes et les femmes de spiritualité pour gagner l'éveil le plus vite possible. Donc cette notion de performance, simplement, elle a changé d'espèce, d'accord, de nature aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche la performance plutôt économique, voire éventuellement, pourquoi pas, la satisfaction du client et pourquoi pas la satisfaction de ses collaborateurs ou des parties prenantes. Mais on est toujours dans une logique de performance. Et donc là-dessus, je pense que les taoïstes ont des choses extrêmement contemporaines à nous expliquer. Et enfin, ça c'est ma dernière petite bulle à laquelle j'y crois, dans laquelle je crois, parce que sinon je ne me serais pas mis en chemin et je ne prendrais pas la parole devant vous aujourd'hui, c'est que faut plus traîner, quoi. Faut pas traîner en route, en fait. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de backdonner, on va dire, le nez au vent, en se disant, tiens, pourquoi pas le taoïsme, et pourquoi pas la nature et bon. Non, aujourd'hui, on a une exigence de performance et on a aussi une exigence d'harmonie. Parce qu'on sait que si on reproduit, on va dire, les mêmes schémas de management, de leadership, etc., antérieurs, qu'on a pu engager par le passé, on sait qu'on va dans le mur. Et tout est à inventer ou réinventer pour tenter de trouver le management et le leadership du futur qui fera que non seulement on aura la performance économique, non seulement on aura la performance sociale et sociétale, mais on aura également la performance et l'harmonie environnementale qui permettra la viabilité de notre espèce. Et comme je dis souvent, on parle de la nature, oh là là, on agresse la nature, le vivant est condamné, etc. Qu'on soit très clair, les yeux dans les yeux, je vous dis, le vivant n'est absolument pas condamné, et le vivant ne sera jamais condamné. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une résilience de la nature qui est absolue, puisque la nature a déjà éradiqué quasiment plus de 90% de tout ce qui vivait sur Terre à 5 reprises. Et on est là pour en parler. Donc la résilience du vivant, faites confiance au vivant pour ressusciter, il n'y a aucun souci. En revanche, la question qui se pose, c'est pour notre espèce. Ça c'est vrai, c'est pour notre espèce à nous. Donc l'inquiétude, c'est une inquiétude anthropique, pour l'homme, pour l'espèce humaine, mais pour le vivant en tant que tel, sachez que j'ai une très grande confiance dans la capacité du vivant à se reconstituer, sous d'autres formes, puisque les dinosaures ont disparu et ils ont donné lieu à l'apparition des mammifères. Vous voyez, donc les mammifères n'auraient peut-être pas existé si les dinosaures eux-mêmes n'avaient pas disparu. Vous voyez comment tout ça fonctionne. Donc ne soyons pas inquiets, à part pour nous. Elias y a fait référence, il a presque un an ce livre-là, il a un peu moins d'un an,
donc il est tout récent, enfin assez récent. J'ai essayé de mettre dans ce manuel pratique 81 conseils très concrets, très pratiques, pour que vous n'ayez pas à lire tous les autres livres, pour vous faire gagner du temps. Et donc sous la forme de fiches, voilà, donc il y a que 81 conseils, 81 c'est une symbolique taoïste, je ne vais pas rentrer dedans. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle également donc, Elias me fait l'amitié de m'inviter et je le remercie. Voilà, donc tout est dans ce manuel. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, parce que pour ça je vous ai amené d'autres livres pour ceux qui voudront aller plus loin. Simplement également vous dire que si vous voulez aller plus loin, ou en tout cas regarder concrètement ce que j'écris, ce que je fais, ce qui peut vous intéresser, il y a quasiment une centaine d'articles qui sont librement consultables sur mon site internet. Donc, je ne sais pas si on voit, oui, l'adresse est là. Ces articles, ils sont là. Et vous voyez comment concrètement, en lisant ces articles, vous aurez forcément un tilt sur tel ou tel article. Essayez de le lire, donc laissez-vous inspirer, parce que le taoïsme, c'est beaucoup d'intuition. Et lire les articles qui vous parlent, qui font tilt pour vous. Le dernier article que j'ai mis en ligne, par exemple, c'est de mémoire, comment une piscine bruyante peut-elle expliquer ce qu'est le non-agir taoïste. C'est-à-dire comment une piscine bruyante d'un voisin peut vous expliquer comment agir d'une manière, obtenir un résultat, être performant, sans quasiment agir par rapport à la nuisance. Ça, c'est mon dernier article mis en ligne. Et évidemment, le parallèle, il est évident avec vous par rapport à votre management. C'est pour ça que chaque fois, je ne quitte jamais le monde de l'entreprise, pour avoir été longtemps manager, c'est comment régler un conflit managérial quasiment sans intervenir. Je prends l'exemple de la piscine, et là, il y a un parallèle très proche par rapport à un conflit que vous pourriez avoir, soit avec un fournisseur, soit avec un partenaire, soit avec un collaborateur. Wu Wei. Wu Wei, c'est un concept taoïste qui est le non-agir et que je préfère traduire par l'agir juste. Toujours le même principe de parcimonie. Comment agir le moins possible avec la plus grande efficacité possible. Frugalité d'Elias tout à l'heure. Pour moi, les taoïsmes, déjà je vous ai donné pas mal de clés, la fractalité, la nature, etc. On ne le sait pas, mais le taoïsme, ça a 3000 ans. C'est une médecine, par exemple. C'est une médecine, une hygiène de vie. C'est-à-dire concrètement, j'accompagne beaucoup les dirigeants sur l'installation d'une écologie intérieure. Pour être performant à titre personnel, en tant que dirigeant, il faut déjà savoir qui on est, où on va, mieux se connaître. Cette connaissance de soi, les taoïstes disent, ils appellent ça connaître sa propre nature. Vous voyez que la nature est partout dans le taoïsme. Et avant de travailler sur la nature de l'autre, ou sur la nature de ses équipes, ou sur la nature de son organisation, d'abord connaître sa propre nature. Et ça, c'est dans toutes les traditions du monde, être le dirigeant de soi-même avant de vouloir être le dirigeant des autres. Et les Grecs anciens, dans la Grèce antique déjà, je crois que c'est Platon qui disait ça. Excuse-moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est notre stage, sans parler du taoïsme, c'est notre stage managérial 1 qui s'appelle Agir sur soi. Avant de penser à d'autres choses. Beaucoup l'ont pratiqué, beaucoup l'ont apprécié, et je t'assure qu'il, d'année en année, il ne fait que se développer. Se connaître et agir sur soi d'abord. Si c'est ça le taoïsme, j'accepte. Mais tu es taoïste, Elias, sans le savoir, sans le savoir. Je vais mettre dans mon stage taoïste. Mais oui. C'est pas un slogan, on va dire, c'est une image, une parabole que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est, souvenez-vous de ça, l'écorce est née au centre. Ce qui se voit à l'extérieur se construit à l'intérieur. Et voilà, ce qui se voit se construit à l'intérieur. C'est vrai. Et le yang, qui est externe, procède d'abord de l'élaboration du yin, qui est à l'intérieur et qui ne se voit pas. On ne voit que le yang, que l'externe. On ne voit que la performance de l'athlète. Mais quel travail derrière. D'accord? Donc le yin du travail de l'athlète, on ne le voit jamais. On ne voit que le chronomètre, ou la performance de l'athlète. Mais on ne voit pas le coach mental qui est derrière. On ne voit pas le soutien du conjoint qui est derrière. On ne voit pas les efforts qui sont faits. Toute la préparation, la transpiration de celui qui aujourd'hui saute à 6 mètres avec sa perche, ou à 8 mètres, effectivement, en son longueur, etc. Donc le yin explique le yang. Le travail du dirigeant explique sa performance. La performance est une conséquence. Le yang de la performance est le fruit, le résultat du yin de l'harmonie. Je dis toujours la même chose avec des mots différents.
Et donc, la performance est le fruit de l'harmonie qui est de nature et d'essentiel. La médecine, l'hygiène de vie. Donc, j'accompagne les dirigeants là-dessus. On fait du Qigong ensemble. Donc, il y a des dirigeants que j'accompagne sur ce type de choses. L'hygiène de vie, très important. Savoir qui on est pour savoir évidemment où on va. Travailler sur sa raison d'être propre. Le sens de sa vie, le sens tout court, etc. Et également, l'hygiène de vie, c'est qui je fréquente. Éviter les relations toxiques. Qui me nourrit, qui me fait gagner de l'énergie, qui m'en fait perdre. Qu'est-ce que je regarde? Les films. Il y a des films qui font mal. Il y a des films qui font perdre de l'énergie. Il y a de la musique qui fait perdre de l'énergie. Il y a des paysages qui font perdre de l'énergie. La laideur fait perdre de l'énergie. Est-ce que je m'entoure de beauté? Quelle est la musique que j'écoute? Bla bla bla. Une hygiène de vie. Le taoïsme, c'est global. Et par exemple, un taoïste, un auditeur taoïste, parce que si je vais par exemple dans le bureau d'un dirigeant, je regarde concrètement tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure, ça fait partie de lui. Son bureau, c'est lui. Donc la prochaine fois que vous allez voir un client, regardez son bureau. Et si vous connaissez les lois de la nature, vous aurez plein d'informations qui vous parviendront. Et si vous n'êtes pas capable de décrypter ces lois-là, ben à ce moment-là, la nature et son bureau ne sera qu'un bloc de bois, comme un livre. Plus vous connaissez les lois du monde, plus vous avez d'informations. Moins vous savez lire, moins vous connaissez l'alphabet des lois du monde, plus vous êtes comme un enfant qui finalement ne comprend pas ce qui l'entoure. Et tout le travail finalement de la connaissance et de la conscience en tant que telle, c'est d'éclairer le dirigeant sur des informations qui ne lui parvenaient pas jusqu'à présent. Et simplement, on lui ouvre les yeux, les lunettes, sur une information qui lui parvenait, mais qu'il ne captait pas. Donc la sagesse, c'est développer en soi des capteurs qu'on a déjà, sans les avoir ouverts. Bon, donc moi, comme d'autres, on ne fait que créer des paraboles internes, en fait, des capteurs internes. Si je prends 10 minutes pour détailler chaque ligne, je ne vais pas y arriver. Ce sont aussi des arts martiaux énergétiques. Et là, je réagis par rapport au mot de croyance. Plus j'avance, moins je crois, enfin, ma conviction profonde, pour le coup, conviction, c'est croyance. Le fruit de ma pratique énergétique et martiale depuis 97, donc je ne sais pas combien d'années ça fait, 25 ans peut-être, c'est qu'au bout d'un moment, le taoïsme, je crois qu'on ne peut bien comprendre le taoïsme que lorsque l'on pratique, ce que je vais vous dire est pour moi très important, que l'on pratique un art énergétique. Tant qu'on ne fait que lire des textes taoïstes, ce n'est qu'une spéculation mentale. C'est de la philosophie. Je ne dis pas que c'est pas bien la philosophie, mais simplement si la philosophie était capable d'installer le bonheur sur notre plan terrestre, étant donné que la philosophie a été inventée il y a 2500 ans, on devrait vivre tous dans un paradis terrestre. Vrai ou faux? C'est-à-dire que, autrement formulé, la croyance ne suffit pas. La spéculation mentale ne suffit pas. Le grand avantage, pour moi, le grand apport des sciences de l'Orient, j'appelle ça une science, non, c'est un art, de l'art de l'Orient, c'est de faire comprendre qu'il faut quitter le monde de la croyance pour entrer dans le monde de l'expérience. Et à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous enseigne, je le redis, c'est vraiment du bégaiement, c'est la nature, et la nature qui est en vous, et il y a un vecteur qui porte ces informations de la nature, et qui s'appelle votre corps. Votre corps. Et donc, pour moi, un dirigeant véritable, ou taoïste, c'est quelqu'un qui est capable d'entrer en dialogue avec son corps. De manière extrêmement pragmatique. Je ne m'envole jamais très loin dans le ciel. Chaque fois, j'essaie de revenir dans la terre. Plus vous travaillerez avec votre corps, plus vous ferez de votre corps un instrument et une aide à la décision en tant que leader. Plus vous travaillerez avec votre corps, plus vous développerez Pai Hui, le point au sommet du crâne, par exemple. Également ici, donc Changzhen. Donc, vous développerez des zones faites de votre corps qui vous donneront des informations intuitives, par exemple, dans une relation commerciale. Vous allez signer avec un partenaire, le feeling que vous avez avec la personne avec qui vous allez signer, eh bien, vous aurez des tas d'informations intuitives qui vous diront si oui ou non vous allez signer avec cette personne-là.
En 1993, la Harvard Business Review a publié un article qui démontrait que 80% des dirigeants prenaient leurs décisions fondamentalement par leur intuition et que 50% seulement l'avouaient. Plus vous développez votre dialogue, le dialogue avec votre corps, plus vous devenez intuitif. Autrement formulé, vous occupez un véhicule de vie qui est capable de vous donner des tas d'informations, sauf que la plupart des dirigeants passent à côté. Vous avez un tableau de bord en face de vous, mais vous ne le regardez pas en fait. Qui vous dit si la jauge est élevée, la jauge est basse, si vous êtes en haut dans les tours, en bas dans les tours, vous avez plein d'informations. Vous avez un pare-brise avec plein d'informations, est-ce qu'il y a des obstacles, etc. Mais vous ne regardez pas tout ça. Parce que vous ne travaillez pas en dialogue d'ouverture avec votre corps. Le corps est un capteur. D'ailleurs, on parle des sens. Les sens sont des capteurs. Et je vous amènerai tout à l'heure sur le champ, sur le terrain des animaux. Parce que les animaux nous enseignent. Bon, je ne vais pas y arriver. Les arts martiaux, j'aurais pas pu vous parler des tas de choses, de la poésie, des arts. Une aide pour gouverner. Ouais, je peux vous amener dans plein de directions. Je ne peux pas tout vous dire. Une aide pour communiquer, Guiguzzi, très peu connu. J'ai mis en ligne un article sur Guiguzzi, le maître de la vallée des fantômes. Le maître de la vallée des fantômes est un maître qui appliquait les préceptes du taoïsme, c'était il y a 2300 ans, pour notamment manipuler l'autre. Machiavel n'a rien inventé en fait. C'est un maître qui était antérieur de 17 siècles à Machiavel et qui expliquait l'art oratoire et l'art de la communication pour gagner la victoire, gagner la bataille finalement, sans se battre. La plupart des gens connaissent Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre, où il disait que, toujours pareil, avec le même principe de parcimonie que l'on a évoqué tout à l'heure, il écrivait la plus belle des batailles, la plus belle des victoires et la bataille que l'on n'aura pas à livrer. D'accord ? Ça pourrait d'ailleurs instruire certains grands de ce monde actuellement, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours dans le même principe de parcimonie, c'est emporter la victoire sans livrer bataille. D'où diplomatie, d'où également un peu manipulation quand même, Machiavel, etc. Eh bien, Guiguzzi, le maître de la vallée des fantômes, a fait la même chose, non pas dans l'art de la guerre, si tant est que la guerre soit un art, ce que je ne crois pas, ou si c'est un art de destruction. Et donc lui, il a fait la même chose dans l'art de la diplomatie et de l'art oratoire. Les 5 discours, etc. Et les 5 discours également en référence à ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, autour le discours du bois, le discours du feu, le discours de la terre, le discours du métal et le discours de l'eau. Et à partir de là, une fois que vous entrez dans la subtilité des 5 énergies, vous commencez les 5 saisons, de la nature, blablabla, c'est toujours la même chose, fractalité. À ce moment-là, vous commencez effectivement à être un chef d'orchestre et quelque part un musicien de l'harmonie du monde parce que vous avez compris quelles sont les 5 notes fondamentales de l'univers et de la nature. Voilà, donc évidemment, mon travail, c'est de faire la même chose, non pas au niveau martial, non pas au niveau médical, non pas au niveau de l'art, de l'art de bien parler, pourquoi pas, oui, je fais des choses là-dessus, mais l'art de la guerre, non, c'est pas mon job. Mais en revanche, accompagner, oui, les dirigeants sur l'art de diriger les équipes, de se diriger soi-même, de diriger leur organisation, toujours aussi avec une intention, effectivement, de pouvoir agir pour l'harmonie du monde. Parce que je vous l'ai dit aussi, c'était ma petite bulle tout à l'heure, je crois qu'il y a urgence, simplement, pour nous en tant qu'espèce. Donc ça, ce sont les monts Wudang ou les monts Huashan en Chine. C'est l'origine du taoïsme, ça vient de là-bas, le pays des brumes. Et donc, pour rassembler tout ce que je viens de vous dire en quelques mots, moi, en tout cas, c'est ma perception, c'est ma vision des choses. Ce que je dis aux dirigeants, c'est dirigeant de toi-même et des autres, tu ne seras jamais aussi heureux, tu ne vivras jamais aussi bien, en aussi bonne santé, aussi longtemps aussi. Parce qu'il faut savoir que les taoïstes étaient obnubilés par leur longévité, ils voulaient vivre longtemps. Mais à un moment où effectivement, j'ai compris ça assez tardivement, je ne l'ai pas lu dans les bouquins, mais l'espérance de vie moyenne à l'époque, c'était 30 ans. Donc c'était normal que finalement, ils soient obsédés par l'idée de vivre un peu plus vieux, parce que 30 ans, on disparaît assez vite en fait. Voilà. Donc, ils ne vivront jamais aussi vieux, en aussi bonne santé, ils ne seront jamais aussi heureux.
Et également, et là ça va commencer à vous intéresser, ils ne seront jamais aussi performants que s'ils comprennent les lois de la nature, ils se les appliquent à eux-mêmes, dans la relation aux autres et dans la relation au monde. Voilà pour moi ce qu'est le taoïsme. Donc introduire cette intelligence supérieure du vivant pour vivre longtemps, heureux, etc. Et en plus être performant par rapport au job que j'ai à faire au quotidien, auprès de mes gars, auprès de mes clients, etc. De mes parties prenantes. Et donc, alors certains pourraient me faire le procès de l'instrumentalisation finalement de ces outils-là, etc. Et c'est là où, en pratiquant notamment des arts énergétiques, au bout d'un moment, il y a une justesse qui s'installe, parce que si jamais on n'est pas juste, si on n'agit pas en conformité avec les lois de la nature, il y a un déséquilibre énergétique qui va s'installer à l'intérieur de son corps qui fera qu'on ne sera pas bien si on a conscience que l'on prend une décision injuste ou une décision déséquilibrée. Un exemple très concret, toujours, chaque fois. Vous construisez des hôtels, par exemple, et si effectivement vous travaillez le taoïsme, les lois de la nature, etc., vous avez compris l'intrication du vivant, que ce que vous faites au vivant, vous le faites aussi à vous-même, parce qu'il y a un effet retour-boomerang qui va vous rejoindre très très vite, vous rattrapez. Bien, à ce moment-là, vous vous posez, si vous construisez des immeubles ou des hôtels, en tant que leader conscient, vous vous dites, vous avez un endroit préservé, par exemple, un littoral préservé, et vous vous dites, est-ce que franchement, j'ai envie de construire un hôtel à cet endroit-là? Et est-ce que j'ai envie de construire une verrue qui va faire 23 étages au milieu de cet endroit qui est préservé, etc. Alors peut-être que vous appuierez sur le bouton et que vous prendrez la décision de construire cet hôtel. En tout cas, la gueule de l'hôtel, la tête de l'hôtel, il n'aura rien à voir après, une fois instruit par les lois du vivant, parce qu'à ce moment-là, vous allez commencer à faire du biomimétisme, comme en Norvège, par exemple, avoir des hôtels que l'on a quasiment invisibles, enfouis sous terre, ou en tout cas dissimulés avec sous de la mousse, etc. Vous allez faire des choses qui n'auront rien à voir avec votre projet initial, qui était une tour de 23 étages avec vue sur la mer, et puis, etc. Votre projet sera devenu un projet conscient. Donc vous êtes toujours constructeur d'hôtels, sauf que les hôtels que vous fabriquez n'ont rien à voir avec la décision non consciente que vous aviez initialement prévue. Tout mon travail, moi, c'est de transformer les hôtels de 23 étages et de les enfouir sous terre. La conséquence concrète, c'est ça. Ok. Et donc, de manière aussi pragmatique, c'est que vous, la prochaine fois que vous rencontrerez une difficulté, pour vous-même, une tension dans votre équipe, une tension avec votre partenaire, etc., vous posez la question de la raison d'être de votre entreprise, etc. Vous avez un problème, vos gars, vos prestataires se blessent de plus en plus, vous ne savez pas pourquoi, vos équipes sont démotivées, etc. Réflexe. Que déciderait la nature à ma place si elle était dans mon fauteuil? Qu'est-ce que la nature pourrait me dire pour m'éclairer, m'instruire, comme les sages hier qui éclairaient les empereurs, etc. Et aujourd'hui, on a tous accès à une forme de sagesse qui s'appelle la nature, qui est accessible pour celui qui sait la décrypter. Alors, juste pour rigoler, il y a 4 enseignants de vérité. Souvent, ce que les dirigeants me disent, c'est que dans le monde VICA, je rajoute le D de dangereux d'Elias tout à l'heure, VICAD qui est le nôtre, où trouver sa vérité finalement? Comment m'éclairer? Je l'ai évoqué tout à l'heure et je les ai cités. Donc si vous m'avez écouté, c'est peut-être un test pour moi pour m'assurer que mon message arrive à bien passer. Quels sont pour vous, de ce que je vous ai déjà dit, les 4 vecteurs de vérité? Pourquoi? Parce que du mensonge, il y en a partout autour de nous. Je vous dis un truc là, chaque fois, vous voyez, le taoïsme, c'est de la spontanéité. Et notamment un dirigeant, il n'a pas la bonne information, on appelle ça aussi l'effet tournesol dans les grandes entreprises. Moi j'ai plutôt l'expérience des grandes entreprises. L'effet tournesol, c'est quoi? C'est qu'on regarde le chef plutôt que les équipes. Ouais, on fait ça. Et notamment, on sert au chef finalement l'information qu'il a envie d'entendre, parce que derrière c'est bon pour notre avancement et pour notre image. On ne veut pas qu'il nous flingue. Effet tournesol, diabolique pour les organisations. Et donc, on ne remonte pas, par exemple, la mauvaise information. Les Cassandres, ça a mal fini, hein, d'accord? Donc, celui qui apporte une mauvaise information au chef, alors que pourtant, ça part d'une bonne intention, lui s'il montre la mauvaise information au chef, c'est justement pour qu'il puisse décider, intégrer la mauvaise information dans son champ informationnel, pour qu'il prenne la décision et qu'il change ce qui doit être changé.
On n'aime pas les apporteurs de mauvaises informations dans nos organisations. On n'aime pas ça. Ce qui fait qu'il n'y a que les bonnes informations qui remontent au chef. Moyennant quoi, le chef prend les mauvaises informations. Savez-vous, par exemple, parce que j'écoute 2-3 choses, Poutine, par exemple, qui a pris la décision d'envahir l'Ukraine, apparemment, aucun de ses généraux ne lui a remonté des informations, les bonnes informations, qui l'auraient, par exemple, éclairé sur le fait qu'il a sous-estimé le nationalisme de l'Ukraine. Il a sous-estimé la capacité de l'Ukraine à résister. Il a sous-estimé la volonté de la société civile, finalement, de faire front par rapport à un éventuel envahisseur. Aucun de ces généraux ne lui a remonté cette information-là. Semble-t-il. Je n'étais pas, effectivement, dans les coulisses de Poutine pour savoir si ce que je vous dis est vrai ou pas. Mais tout ça pour dire que par rapport à une décision aussi importante que celle de l'envahissement d'un autre pays, eh bien, on revient à l'isolement du décideur. Là, en l'occurrence, Poutine était peut-être tout seul à appuyer sur le bouton et mal informé. Et peut-être que si, effectivement, cet effet tournesol ne s'était pas exercé, bah peut-être que Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine parce qu'il aurait su qu'il y avait beaucoup de risques à prendre. À la fois aussi, il a sous-estimé le fait que l'Europe peut-être allait se coaliser, faire front par rapport à ce type d'agression. Vous voyez comment l'information crée la différence. Et plus on est instruit d'une bonne information, plus on prend des décisions justes. Parce que là, pour le coup, pour Poutine actuellement, alors c'est peut-être casse-gueule pour nous, et c'est aussi, et surtout peut-être casse-gueule pour lui. On ne sait pas comment l'histoire finira. Mais en tout cas, peut-être qu'avec le recul, il s'est dit, zut, si j'avais eu plus d'informations, je pense que je n'aurais peut-être pas pris cette décision-là. Peut-être ou peut-être pas. Voilà. Là aussi, je ne suis pas non plus dans la tête, à Dieu ne plaise, de Poutine. 4 enseignants de vérité. La nature, je vous ai donné des exemples. Le corps. Le corps, c'est très documenté. Ça fait dans les années 60, tout ça, vous le savez, on le sait intuitivement, mais après, il faut le mettre en œuvre. Vous savez que dans une communication, même cet après-midi, par rapport à ce que je vais vous raconter, les mots, vous savez que c'est uniquement 7% de l'information que vous allez retenir. Tout le reste, c'est du non-verbal ou du paraverbal. 93%, c'est le ton de la voix, la posture que j'ai adoptée, le rythme vocal, blablabla. Ok ? Donc on sent bien que c'est assez charnel tout ça. Hein, et que finalement, je ne suis pas sûr que vous allez retenir beaucoup de messages cet après-midi, mais ce n'est pas important. C'est une énergie quelque part qui se dégage. Et vous dites, ah ouais, il y a 2-3 trucs quand même qui m'ont intéressé, et puis en tout cas, j'ai senti une conviction. Donc le corps c'est très, très important. Et également, le corps, c'est lui qui vous dira, par exemple, au moment de signer un partenariat, lui je le sens ou lui je le sens pas. Donc c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Encore faut-il écouter son corps. Ouais. Et comment on écoute son corps? Ah ben ça c'est pas compliqué par exemple. Au moment de signer un... C'est une bonne question Elias. Comment sais-je que je suis dans la vérité et que je prends une décision juste? À votre avis. Il n'y a pas de résistance en fait. Ouais. Ils se sont apaisés. Exactement. La vraie bonne décision que vous considérez comme juste, même si à la fin il s'avère que bon, vous n'obtenez pas complètement pleine satisfaction, mais au moment de signer quelque chose, au moment de prendre la décision, elle vous procure la joie. Une joie corporelle. Celle, par exemple, qui a été celle de venir vous voir cet après-midi, lorsque Elias m'a dit, si tu veux, le 25 mars, je t'ouvre une tribune pour t'adresser aux dirigeants. Je suis dans la décision juste lorsque ça suscite chez moi une envie de venir vous rencontrer. Ce n'est pas une envie de là, c'est une envie de là, c'est une envie corporelle. Et là, je me dis, ok, j'y vais. C'est pas très compliqué. Et si la réponse à la question que vous vous posez est une question complexe, avec des hauts, des bas, à gauche, à droite, etc., vous savez que c'est une réponse mentale. Et à ce moment-là, vous avez quitté le monde. Vous êtes dans un autre monde qui est le monde du mental. Et à ce moment-là, le monde du mental, il peut vous amener vers du juste, mais il peut aussi vous amener vers du non-juste. Et vous pouvez prendre des décisions parfaitement erronées parce que ce sera le fruit finalement d'une réflexion un peu intellectuelle qui est très très loin de notre état de nature. Donc au bout d'un moment, revenons à du simple. Le simple, c'est le corps, donc écoutez votre corps. Et le simple fait finalement de procurer à votre corps de la joie de la décision du moment, c'est déjà quelque chose d'énorme, puisque quelqu'un un jour a dit que le but de l'existence était d'être heureux. Donc si la prise de décision
une prise de décision vous rend plus heureux, eh bien suivez-la. Pourquoi suivre finalement artificiellement une décision qui vous rend malheureux? Parce que le mental, pour une raison qui lui est propre finalement, vous dit que c'est plutôt là qu'il faut aller. Par exemple, il y a un dirigeant qui doit prendre une décision d'investissement importante, il y a tous les résultats d'études, des experts qui lui disent oui, il faut investir dans telle entreprise, etc. Lui, ou il ne le sent pas, ou en tout cas le fait de travailler avec un tel, franchement, ça le met dans une situation d'inconfort. Il signe, il est dans une situation d'inconfort. Est-ce que c'est ça l'action juste? Ou est-ce que c'est au contraire finalement la décision qui consiste finalement à ne pas signer parce que c'est pas le moment, ou alors éventuellement à creuser la piste de tel partenaire dont on a parlé, et je décide de prendre le temps de rencontrer ce partenaire-là pour voir concrètement ce qui se passe, et si ça se passe bien, par expérimentation successive, de voir alors évidemment on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier tout de suite, mais on fait d'abord une petite expérimentation, on voit ce qui se passe sur la base de sa propre intuition, et ensuite petit à petit on fait grossir la décision. Je ne dis pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. En tout cas, le taoïste aurait tendance à aller vers le simple, vers le juste, vers la joie, vers l'harmonie. Et la complexité, on laisse ça à des gens qui aiment ça, qui sont peut-être des philosophes, qui se font des nœuds au cerveau, mais qui, s'ils avaient dû apporter le bonheur sur Terre, l'auraient déjà fait depuis 2500 ans. Tu vois, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai du mal à comprendre la réaction du corps vis-à-vis d'une décision à prendre. Moi, je pense que tout passe quand même par le cerveau. Je ne vois pas comment, quand j'ai une décision à prendre, le corps peut m'aider, je dirais, à me dire, ben, au fond, tu as pris cette décision, tu es heureux, et donc c'est la bonne décision que tu as prise pour toi, pour te rendre heureux, etc. Mais j'ai l'impression que c'est dans ma tête que ça ne se passe pas dans mon corps. Alors, évidemment, il y a un lien corps-esprit, évidemment, qui est très important, oui, dans tous les cas. En revanche, je prends l'exemple d'un consultant, par exemple, ou d'un formateur, ou d'un coach, tu vois, je dis deux, etc., qui a la possibilité, par exemple, soit d'être consultant en finance, ou consultant en marketing, ou consultant d'exécutive, coaching, etc., de dirigeant. Et ensuite, il se dit, je peux être coach dans les trois directions, ou consultant dans les trois directions. Finance, marketing, et puis RH par rapport à un humain, un dirigeant, etc. Donc il convoque par l'esprit finalement, ok, demain, je décide d'être coach de dirigeant. Et ensuite, j'envoie cette information à mon corps. Qu'est-ce que mon corps me dit? Je m'imagine, je visualise finalement un coaching de dirigeant, et j'essaye de ressentir l'impression que ça me fait. L'image s'en va, un peu comme un nuage, j'amène une autre image qui est celle d'être consultant en marketing. J'optimise, si j'en parle, c'est que je le fais aussi avec certains dirigeants, j'optimise la politique marketing du dirigeant, etc. Et là, j'essaie de faire venir cette image-là, et qu'est-ce que je ressens finalement à conseiller un dirigeant sur la partie marketing de son activité. Et puis après, la partie finance, etc. Alors après, moi, je vais vous livrer ma réponse à moi, mais qui pourrait être différente d'une autre personne, c'est que pour moi, par exemple, l'accompagnement dans le domaine de la finance, je pourrais le faire, et franchement, mon corps me dit, tu ne vas pas du tout t'éclater là-dessus. En revanche, l'accompagnement humain, avec la patte humaine qui est derrière, de la relation humaine d'un dirigeant, avec des intuitions qui se confrontent, etc., pas qui se confrontent, mais qui se complètent et qui se répondent, ça c'est chouette. Et là, mon corps me dit, là il y a quelque chose de juste, là ça me parle, et c'est pas quelque chose de simplement un télo. C'est quelque chose que tu vis dans ton corps, quand tu l'imagines effectivement le vivre avec la personne en face de toi, ben franchement, entre manier des chiffres d'un côté et manier finalement la matière humaine et la relation humaine en tant que telle, ben, moi je m'éclate davantage finalement à coacher un dirigeant plutôt qu'à manier des chiffres, des tableaux, etc. Et j'admets complètement que quelqu'un me dise strictement le contraire de ce que je viens de vous dire en vous disant, moi mon truc franchement, c'est de trouver la vérité, la justesse notamment mathématique, la vérité et le juste à partir des chiffres. No way, enfin, pas de problème. Aucun problème pour entendre ça. Simplement, il y a un phénomène de résonance intérieure qui fait que quand j'amène l'image, lui, le financier par exemple, il amène l'image finalement d'un tableau Excel et pour lui, c'est l'extase absolue. Eh bien, je respecte ça. Je respecte ça. Simplement, c'est pas simplement une jouissance ou une extase mentale en fait. C'est qu'à un moment, il faut que le corps parle en fait. Pourquoi? Parce que c'est un corps de vérité.
Et s'il y a, on va dire, une excitation mentale, mais que ça ne suit pas au niveau du corps, à ce moment-là, il y a une disjonction corps-esprit, et à ce moment-là, il n'y a pas de lien entre le haut et le bas, tu vois. Mais après, à chacun de sentir ça, tu vois ce que je veux dire. Et là encore, par rapport à ce que tu dis, je ne dis pas que c'est bien, pas bien, etc. Mais je crois beaucoup plus dans la vertu de l'expérience que de la croyance. Ça, c'est juste. Ça, je suis d'accord. Parce que le risque de l'esprit, c'est de nous égarer. Et d'où, finalement, tout le travail des sophistes, par exemple, dans la Grèce antique, où ils étaient capables de démontrer A, ils étaient capables de démontrer B, de démontrer C, etc. Et à la fin, on avait A, B, C, on ne savait même plus quoi choisir entre A, B et C. Et donc, au bout d'un moment, l'arbitre, en tout cas, ça c'est la sagesse taoïste et de l'Orient, le grand arbitre de A, de B et de C, c'est le corps. C'est ça que ça veut dire concrètement. D'où la nécessité de travailler aussi ce dialogue avec soi pour obtenir un retour. Parce que ce que vous pourriez m'objecter, c'est de dire « Ok, j'envoie, je demande, mon mental demande à mon corps ce qu'il en pense, et je n'ai pas de retour de mon corps, et je ne sais pas ce que mon corps ressent. » Et ça se travaille. Et le parallèle que je pourrais vous dire cet après-midi, c'est l'exemple du pianiste. Vous êtes devant un clavier qui est vous-même, qui est votre corps, simplement il y a ceux qui savent jouer du clavier et ceux qui ne savent pas jouer du clavier. Et ce à quoi nous invite le taoïsme, notamment au travers des arts énergétiques, c'est de devenir le musicien de l'instrument de vous-même. Et il est normal que si vous ne travaillez pas un art énergétique, vous êtes devant un piano que vous ne comprenez pas. Là où c'est plus dommage, c'est que ce piano, c'est vous, en fait. C'est vous-même. Et ce à quoi nous invitent toutes les grandes traditions du monde, c'est de devenir le pianisme de l'homme. En fait, ce que dit la tradition taoïste, c'est que si tu installes le calme, on appelle ça vider le cœur, et à ce moment-là, l'énergie circule à l'intérieur de ton corps, et même sur le plan neurologique, on pourrait dire aussi que ça oxygène le cerveau. C'est ce que je veux dire. Et à ce moment-là, c'est lorsque tu es calme que les meilleures idées finalement surviennent. Et on dit aussi que la colère, par exemple, est mauvaise conseillère, par effet d'opposition. Donc, inversement, le calme est bon conseiller, en fait, en tant que tel. La sagesse. Et la respiration contribue à installer le calme. Exactement. Notamment la respiration. Mais aussi voir des beaux paysages. Pas n'importe laquelle, les amis. Il faut savoir bien. Juste un truc. Les animaux et les enfants. Juste deux informations très concrètes par rapport à votre métier. Les animaux, vous pourrez vous dire, les animaux, moi je suis dirigeant, c'est pas rien quand même, je suis chef d'entreprise, etc. J'ai des responsabilités, qu'est-ce que tu m'emmènes sur le terrain des animaux? Les animaux, c'est passionnant. Évidemment, il faut avoir du temps pour les observer. Mais vous rentrez, par exemple, le soir d'une grosse journée, vous avez votre chien qui vous fait la fête, il saute, il jappe, etc. Et il veut sortir. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire... tu devrais penser à ton corps et faire de l'exercice parce que c'est important pour moi en tant que chien, en tant qu'animal, mais aussi et toi aussi en tant que dirigeant. Donc évidemment, donc, tu as la tête grosse comme ça, mais va te dégourdir les pattes. Va faire de l'exercice. Voilà le rappel du chien qui vous fait la fête en rentrant. Et en plus, le chien, c'est absolument extraordinaire, c'est qu'en plus, il vous accueille avec un sourire. Donc il vous rappelle toute l'importance de l'intelligence émotionnelle et de la bienveillance, non seulement au travail, mais de la bienveillance dans la relation. Le chien, il ne sait pas être méchant avec vous, en fait. Il vous fait la fête en rentrant. Alors que peut-être que ça fait 8 heures qu'il vous attend depuis le début, et qu'il aurait des raisons de vous faire la gueule, et bien il continue à vous faire la fête. Les animaux, c'est extraordinaire. Donc, en plus, on parle de l'intuition aussi des chiens qui arrivent à identifier les séismes, etc., par anticipation avant les humains. Donc, ils vous rappellent aussi l'importance de l'intuition. Les animaux, par exemple, les chiens, comment découvrent-ils un endroit ou l'autre? Par quoi, par quel sens les chiens, par exemple, font-ils connaissance avec l'autre? Vous voyez venir par l'odorat. Hein, par l'odorat. Bon, voilà, on ne va pas décrire la scène, mais enfin on l'a en tête. En faisant ça, j'y réfléchis, je me suis dit, mais qu'est-ce que le chien n'en sait? Et ça va être très concret ce que je veux dire. Vous êtes assis là. Le chien nous rappelle l'importance des sens de manière générale, mais du sens olfactif en particulier. Et il y a un truc incroyable, notamment, et ça ce sont les chiens et les animaux qui me l'ont rappelé, ils m'ont dit, quelle est l'importance, je pense que vous n'avez pas entendu cette question-là un jour, quelle est l'importance des odeurs dans le monde du travail et dans le monde qui est le vôtre? Autrement formulé, comment associez-vous les parfums, les odeurs, dans le métier qui est le vôtre? C'est bête comme question. Hein.
Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même assez loin du monde du travail. Pas du tout. Quand vous dites par exemple, lui, je le sens pas, j'arrive pas à le sentir, de manière même inconsciente, on parlait des neurosciences, je pense que pour partie, en tout cas, l'odeur que de l'autre a une influence sur le jugement que vous pouvez avoir sur le plan psychologique. Je suis d'accord avec toi. Autrement formulé, et là encore, puisque chacun est responsable de son image, de son charisme et de son énergie, la question que je vous pose, et si je vous la pose, c'est que je la pose aussi parfois à certains dirigeants, comment travaillez-vous votre image olfactive? Je ne réponds pas à la question. Dans quoi? Comment travaillez-vous votre image olfactive? Ah oui. Je continue. Vous allez me dire, oh, il est complètement hors sol, le garçon. Je continue. J'ai été, je vous l'ai dit, directeur client de Tisséo, les métros et les bus. Une des grandes frustrations de ma carrière, donc j'ai travaillé, donc j'ai voulu faire passer le projet d'odoriser, de parfumer les transports en commun de Toulouse. Parce que je ne vous cache pas qu'en fin de journée, c'est pas forcément très agréable, et ça ce sont des femmes qui me l'ont dit, on va dire, voilà, d'être dans cette atmosphère humaine, trop humaine, voilà, avec chacun qui a bien transpiré tout au long de la journée, et le retour à la maison est plutôt douloureux. Bien. Et donc forcément, étant donné qu'on travaillait la satisfaction client et la satisfaction voyageur, puisque c'était le terme, le vocable marketing, donc moi en tant que responsable de la politique marketing, forcément qu'à un moment j'ai voulu vendre donc ce que l'on appelle le marketing olfactif des transports publics. C'est pas hors sol ce que je vous raconte, c'est très concret. Et là, tout ce que je vous raconte, c'est qu'un chien qui aurait pu effectivement m'enseigner ça. Vous voyez comment un chien aurait pu m'enseigner ça? Alors, je n'ai pas rencontré le chien à l'époque, tout ça c'est venu après, c'est un peu construit. Merci le mental, le cerveau et l'esprit. Là où je veux vous amener, c'est est-ce que, je ne connais pas votre secteur d'activité, est-ce que le marketing olfactif est quelque chose qui pourrait vous parler dans votre secteur d'activité en tant que tel? Dans les sanitaires, dans les espaces de réception du client, et de manière inconsciente. Et là, on est peut-être un petit peu dans la manipulation de Guiguzzi, d'accord, le maître de la communication il y a 2300 ans, dans le sens où l'atmosphère olfactive dans laquelle vous recevez un client est peut-être de nature à le prédisposer favorablement à la signature du contrat que vous êtes, en tout cas dans la volonté de lui faire signer. Il y a un peu de feng shui aussi derrière. Bon, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais vous voyez comment un chien peut devenir un enseignant. Vous voulez que je continue avec les enfants? On continue avec les enfants. Les 3 mots clés du leadership d'un grand groupe que je ne citerai pas, c'est l'authenticité. Ce sont les 3 valeurs du leadership. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas inventé. C'est l'authenticité, c'est l'engagement et c'est l'ouverture. Voilà les 3 valeurs que l'on demande à tous les grands dirigeants, les leaders de ce grand groupe qui a pignon sur rue. Pour être un bon leader, il faut être authentique, engagé et ouvert. Eh bien, il y a des maîtres qui sont en face de nous dans le domaine de l'engagement, de l'authenticité et de l'ouverture. Ben, ce sont les enfants. Et ce que les entreprises finalement disent à leurs leaders sans jamais utiliser le terme, c'est 2 choses. C'est 1, devenez des enfants. 2, managez comme des enfants. Alors vous allez me dire, prends des exemples. L'authenticité. S'il est bien, on va dire des humains parfaitement authentiques, et comme au temps d'Adam et Ève en fait, parce qu'Adam et Ève en fait c'était des enfants. En fait. Parce que du moment où ils ont mangé la pomme, ils ont découvert qu'ils étaient nus. La nudité, c'est un concept d'adulte, en fait. Et donc, l'authenticité, l'ultime de l'authenticité, c'est par exemple l'enfant qui est nu devant des adultes sans qu'il n'en soit gêné. Il n'y a aucun problème à la nudité pour l'enfant. Donc, il n'y a pas plus authentique qu'un enfant qui accepte de rester nu devant des adultes, comme Adam et Ève. L'authenticité absolue, c'est un enfant. Un enfant, par exemple, je me souviens d'un enfant qui un jour a regardé un adulte, il était petit, il a regardé un adulte et il lui a dit, les yeux dans les yeux, « Toi, t'es un con. » Bon, voilà, ça je vous le dis, cet enfant, ça m'a été rapporté par ma grand-mère,
et cet enfant est celui qui vous parle. Et, bon, voilà. Et on dit d'ailleurs, la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, je ne l'ai pas dit à cet homme-là à l'époque. Et l'authenticité des enfants. Deuxième chose, l'engagement. L'engagement, il n'y a pas plus engagé qu'un enfant qui joue. Un enfant qui joue, c'est un enfant qui oublie le temps et qui oublie l'espace. Un enfant qui joue, il oublie la montre, et justement, il arrive en retard chez lui, il se fait engueuler par ses parents parce qu'il a oublié l'heure, en fait. Donc plus engagé qu'un enfant, ça n'existe pas, en fait. Si, il y en a, des adultes, ça s'appelle des artistes. Ça s'appelle un peintre, qui oublie le temps lorsqu'il est dans son art, lorsqu'il est dans son œuvre, un musicien. Voilà, les artistes sont des enfants, en fait. Vous allez dire qui ont mal grandi? Non, au contraire, qui ont bien grandi. Les artistes sont des enfants qui ont bien grandi. Parce qu'ils oublient le temps et l'espace. Et enfin, l'ouverture, il n'y a pas plus ouvert qu'un enfant. L'exemple que j'aime citer de temps en temps, c'est cette expérience qui a été menée par le Washington Post en 2007 dans le métro new-yorkais. Et ils ont fait jouer Joshua Bell, c'est ça, Joshua Bell, l'un des plus grands violonistes au monde, pour voir concrètement comment les gens allaient réagir à la beauté et au talent. Et l'histoire, qui est peut-être une légende urbaine, raconte que les seuls qui se soient retournés sur le plus grand violoniste au monde, c'était les enfants. Voilà. Donc, quand on demande aux leaders d'être engagés, d'être authentiques et d'être spontanés, j'ai envie de leur dire, et ce soir, la première chose que vous faites, c'est de regarder vos enfants. Et de temps en temps, par raccourci, ce que j'aime à dire, c'est que nos plus grands maîtres font moins d'un mètre. Et voilà, donc, et lorsque j'accompagne les dirigeants là-dessus, je peux vous dire que lorsqu'ils rentrent à la maison après, ils regardent leurs enfants d'une autre manière. Et peut-être qu'effectivement, donc il y a peut-être un nouveau dialogue qui s'installe. On a parlé du biomimétisme, donc en plus du taoïsme, je le rajoute de plus en plus. Parce que vous voyez que le biomimétisme, c'est vraiment, il est décliné de plus en plus aujourd'hui dans le monde industriel, où on s'inspire du tournesol pour faire des panneaux solaires, on s'inspire notamment de la capacité de perforation du bec du martin pêcheur, notamment, qui a une capacité de perforation de dingue, extrêmement efficace, performante pour aller chercher les poissons, et il a inspiré le Shinkansen, qui est le TGV japonais par exemple, avec une capacité de perforation de l'air optimisée. Merci le martin pêcheur, hein, donc on n'a rien inventé. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, oui, il ne faut pas répondre, faut pas répondre. Donc, au fond à gauche, on a une experte du biomimétisme. Ça, on le trouve dans la nature. Ouais, c'est de la peau d'un requin, donc qui a été utilisé en fait par des fabricants de combinaisons, notamment des nageurs de compétition, et qui ont permis de gagner en flottabilité et donc diminuer la traînée de quasiment 10%, et donc d'augmenter quoi? La performance. Donc on voit bien que le biomimétisme permet d'augmenter la performance. Voilà. Et notamment, vous avez des peintures aujourd'hui, j'ai parlé donc de... Bon, non, je ne vais pas parler de l'Ukraine. En tout cas, vous avez des peintures aujourd'hui qui s'inspirent des échos des cétacés, qui augmentent la furtivité des avions de chasse, en fait. Et donc, ils s'inspirent, ils ont développé des peintures qui travaillent à partir des échos des cétacés. On peut en sortir le meilleur comme le pire. Donc, ce qui est vrai pour les produits, il est aussi pour les services, bien sûr. Alors, comme le penseur de Rodin, vous allez me dire, ouais, mais, donc tout ça, tout ce que je vous raconte, ça suppose de connaître, de décoder les lois de la nature. Alors, vous allez me dire, alors finalement, depuis le début, on parle des lois de la nature, mais quelles sont ces lois de la nature, le sacré Graal, etc. Donc, c'est le fruit de mes travaux. Donc, ça, c'est évidemment, après avoir beaucoup lu, avoir beaucoup pratiqué aussi, parce qu'on apprend beaucoup par le corps, je le redis. Donc, le corps nous enseigne. Pourquoi je dis que le corps nous enseigne? C'est qu'en pratiquant la méditation, certaines formes de Qigong, etc., même sous sa douche au bout d'un moment, ou en courant. C'est pour ça que j'ai écrit des choses dans ce bouquin-là, c'est comment devenir plus intuitif. Donc voilà, donc notamment ces mots qui me manquaient, ça marche très très bien pour développer l'intuition. Voilà. Et également, donc il y a une période, si vous me posez la question tout à l'heure dont je vous parlerai. Donc, les lois de la nature. Donc ça, c'est le fruit vraiment de mes lectures, mais aussi de mes inspirations, et évidemment un peu de mon expérience. Voilà les 18 principes auxquels j'ai abouti, qui sont le fruit de 12 ans de travaux.
avec des principes, donc il y en a 18, c'est pas par hasard, 18 c'est vraiment une symbolique taoïste très forte. Donc avec des principes très éthérés, très contemplatifs en haut, les principes du ciel. Entre les deux, donc des principes plutôt de l'homme, c'est le plan de l'homme au milieu, et puis ensuite, vers le bas, des principes très concrets, notamment très pragmatiques, notamment où il y a un principe de nature, par exemple, qui dit que vous n'agirez jamais aussi bien que lorsque vous prendrez le temps d'observer ce qui se passe, d'aller sur le terrain, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le principe du pragmatisme que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire, par exemple, avant de décider, toi décideur, va sur le terrain pour voir, observer ce qui se passe, va interroger tes gars pour savoir ce qu'eux en pensent. Ça, c'est vraiment du bon sens, on va dire. Le bon sens paysan, le bon sens de la terre, en fait. Hein. Ça, c'est le 18e principe. Et tout autour, vous voyez, en corolle, vous avez 18 principes. Chacune de ces étiquettes, chacun de ces principes pourrait donner lieu à une conférence à part entière. C'est ce qui était détaillé dans ce livre-là, que j'ai repris un peu plus rapidement dans cette synthèse. Voilà concrètement comment, grâce à ces 18 principes de nature, la beauté, la simplicité, la fractalité, etc., j'accompagne les dirigeants dans tous les domaines. C'est une grille de lecture du vivant qui est fractale. L'individu, les équipes, l'entreprise, la société, etc. Et ça, c'est d'une puissance incomparable, en fait. Je vais intervenir, par exemple, la semaine prochaine dans une école de commerce, c'est ça que je vais raconter aux étudiants. Et eux, ils sont un peu dans une logique start-up, vous voyez, start-upper. Bien avec ça, on travaille à la fois pour eux, pour leurs équipes, pour leur raison d'être, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, mon job, c'est de créer ces outils made in Toulouse. C'est pas made in USA, pour une fois, inspirés justement de la sagesse taoïste et de la nature. Et notamment, je vais les accompagner, certaines entreprises, sur l'optimisation de leur marketing mix. C'est-à-dire, est-ce que leur marketing mix pourrait être encore plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui et harmonieux? Est-ce que j'ai accompagné, par exemple, un sous-traitant dans l'aéronautique sur la démotivation des équipes et ils avaient des problèmes de prise de risque, ils ne prenaient pas de risque en fait. Eh bien, là, j'ai utilisé les 18 principes taoïstes. Je l'ai utilisé également, voilà, il y avait une équipe marketing dans une autre entreprise qui arrivait, ils avaient des problèmes entre marketing et commerciaux. Pourquoi, comment on résout tout ça? Et donc à partir de la grille des 18 principes, eh bien, on arrive à établir un plan d'action et puis une feuille de route pour que tout ça, ça marche mieux. Comprendre déjà pourquoi ça dysfonctionne et apporter des solutions. Donc j'ai écrit des articles, c'est pour ça que je vous ai parlé des articles tout à l'heure. Et notamment, vous avez plein d'informations dans les articles que j'ai mis en ligne, notamment comment utiliser ces 18 principes dans la construction d'un paquebot, par exemple. Et c'est quelque chose qui est très intéressant pour savoir, par exemple, vous avez des projets parfois qui sont mal pilotés, qui n'arrivent pas à aboutir. Ben à ce moment-là, on prend les 18 principes et on regarde concrètement là où ça pose un problème. Et là, c'est comme ça que je peux aider parfois certains projets à se désenliser. Voilà. Donc il y a plein de choses, et notamment, je me suis amusé sans m'amuser du tout. Et c'est simplement, chaque fois, j'essaie d'apporter ma petite note de musique et mon éclairage sur la gestion de la crise du Covid, par exemple. Comment est-ce qu'on aurait pu faire pour peut-être mieux gérer de manière plus performante et harmonieuse ce qui s'est passé. Alors le leader, évidemment, biomimétique et taoïste, c'est quelqu'un qui a compris tout ce que je vous raconte. Et tout ce que je vous raconte, je l'ai synthétisé dans un manifeste. Il y a un petit côté révolutionnaire, vous avez compris. J'ai mis en ligne un article récemment avec 18 principes que j'ai rassemblés effectivement en 6. Le manifeste du leader biomimétique et taoïste qui s'inspire, qui s'inscrit dans cette impulsion qui est en train de monter aujourd'hui, qu'on appelle le leadership conscient, et donc spirituel ici, voilà, de ces gens qui ont envie non seulement effectivement de bien faire pour eux, mais aussi de bien faire pour leurs équipes, et de penser performance évidemment pour eux, mais aussi pour leurs équipes, pour leur entreprise, et puis peut-être d'être un peu utile au monde, si tant est que ce soit leur objectif. Donc voilà, donc on parle de connaissance de soi, de raison d'être, de nature, sa propre nature, la nature de ses collaborateurs. Juste un truc sur la nature de ses collaborateurs. C'est très concret tout ce que je vous raconte. Tout ça, vous avez un article en ligne, il est là l'article si vous le voulez, je l'affiche là. Nature de ses collaborateurs. C'est un exemple que j'aime bien citer.
Vos collaborateurs, ils ont des compétences professionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un comptable, vous lui demandez d'avoir des activités de nature comptable. Et à la fin du mois, il sera payé en fonction des compétences comptables qu'il aura démontrées, de sa capacité à faire ce que vous lui avez demandé. Sauf que parce qu'on est des humains, on n'a pas que des compétences professionnelles. On a aussi des compétences extra-professionnelles. Et je suis fasciné, mais absolument fasciné, de voir tout le potentiel de performance, là pour le coup, à côté duquel vous passez, les dirigeants passent, parce qu'ils ne savent pas identifier les compétences extra-professionnelles de leurs collaborateurs. C'est un truc de dingue, sérieusement. Des exemples, j'en ai à l'appel. L'exemple pour moi le plus marquant, qui m'a été donné, en plus c'est lié à l'actualité, c'était l'histoire donc de cette entreprise qui voulait exporter en Russie et qui pendant 2 ans a cherché des partenaires, des centres d'expansion économique, etc. Ça leur a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et qui au bout de 2 ans a découvert qu'en son sein, parmi ses collaborateurs, il y avait quelqu'un qui tous les ans passait ses vacances en Russie, parlait russe couramment et avait un réseau qui était grand comme le bras. Donc perte de performance. Et en plus, perte d'harmonie parce que on perd la possibilité de rendre quelqu'un heureux dans l'entreprise, de mettre à disposition, si tant est qu'il le veuille, donc ça pose la question de l'engagement et de la motivation du gars, en l'occurrence c'était une femme, de vouloir mettre ses compétences extra-professionnelles au service de l'entreprise. Donc ça c'est un exemple concret. Il y a d'autres exemples par rapport à des gens qui cherchent par exemple, qui font appel à des agences de communication pour faire des films, corporate, etc. Alors que sans le savoir, à l'intérieur de leurs équipes, ils ont des gens qui font ça, peut-être pas au quotidien, mais tous les week-ends, pour valoriser une équipe de foot, pour faire ça à titre personnel parce qu'ils sont également coachs en plus d'être salariés, etc. On entre dans tout ce monde un peu parallèle qu'on appelle le monde des slashers, 16% de la population active, qui, en plus d'être salariés, ont également une activité annexe pour compléter les revenus ou simplement faire ce qu'ils aiment faire, voilà, un peu comme je le fais cet après-midi, pour donner du sens à leur vie et se sentir utile. Donc, la question que ça pose, et que je vous pose cet après-midi, c'est, connaissez 2 questions. 1, connaissez-vous les compétences extra-professionnelles de vos collaborateurs? Deuxième question, dans un de mes articles, je pose ces questions-là. 2, êtes-vous sûr que vos collaborateurs accepteront de mettre leurs compétences extra-professionnelles au service de votre cause collective et de votre projet et de votre raison d'être. Et là, on récupère la question de la raison d'être en disant, est-ce que vous avez une raison d'être suffisamment élevée pour, de nature, toujours pareil, de nature, écoutez les mots, à motiver vos gars pour leur donner envie de mettre leurs compétences extra-professionnelles au service de votre collectif, de votre projet collectif, et de votre raison d'être. Je ne réponds pas à la question, mais vous récupérez une question en revanche, et vous dites, ah ouais, dès lundi prochain, je leur pose la question, dis-moi quelles sont tes compétences, etc. Parce que peut-être que vous avez des entraîneurs d'équipes de foot ou de rugby, vous avez des vidéastes, vous avez des comptables d'associations, vous avez des... Voilà, moi je connais des gens, voilà, donc par exemple, voilà, ils font la comptabilité de leur association, alors que je suis persuadé, leur patron ne sait absolument pas qu'ils font ça à leurs heures perdues. Vous avez des gens, par exemple, ouais, dans mon équipe, il y avait un gars, il était astronome, en fait, astronome amateur. Et à un moment, voilà, donc on voulait trouver un endroit sympa pour faire un événement ou amener des partenaires, etc. Il lui a dit, bah, si tu veux, moi je te fais rentrer dans la Cité de l'Espace de Toulouse demain. Alors que la Cité de l'Espace, voilà, donc c'est très très compliqué d'y rentrer, etc. Il faut montrer patte blanche, etc. Parce qu'il connaissait du monde, on a pu organiser l'événement à la Cité de l'Espace à Toulouse. Vous voyez ? Et à ce moment-là, la vie est plus simple, la vie est plus tranquille, lui est valorisé, il est content de rendre service. Aux yeux des autres, donc il y a l'estime de soi qui vous manque, qui est renforcée. Et vous voyez comment vous fabriquez à la fois de l'harmonie d'un individu et de la performance globale. Et je le redis, la performance est la compétence et la conséquence de l'harmonie que vous avez su installer chez cette personne qui est très contente finalement d'être reconnue dans sa capacité à apporter sa propre reconnaissance et sa propre aptitude. Et c'est simple. Et la performance est toujours une conséquence.
Et la performance est une conséquence. Ce n'est pas un objectif. Arrêtons de vouloir à tout prix les résultats à 2 chiffres. Hein? C'est bien ça un peu ton... Ah mais absolument. Faut toujours penser au... regardez, un autre exemple, le pianiste. C'est parce que le pianiste ne pense pas à faire de la musique qu'il vous touche. Lorsqu'un musicien commence à penser à ce qu'il fait, il perd la musique. Il perd ça. Et c'est quand le musicien commence à oublier qu'il fait de la musique qu'il devient un vrai musicien. On commence à rentrer dans les paradoxes taoïstes. C'est quand tu oublies que tu fais de la musique que tu commences à faire de la musique. C'est très profond. Et il y a un bluesman à Pau, il y a 30 ou 40 ans, il y avait un festival de blues à Pau. Et je connaissais quelqu'un qui était en charge de l'organisation de ce festival de blues. Et un jour, il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit, tu sais, il y a un musicien qui, un jour, lui a dit, donc c'était un noir américain, il lui a dit la chose suivante, tu sais, on commence à faire du blues quand on avale son instrument. Et j'ai trouvé l'expression très belle, très juste. Pour faire de la musique, il faut avaler son instrument. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on dit tous la même chose en fait. Hein. Le corps, on avale son instrument, c'est-à-dire que c'est corporel. Et on devient l'instrument. En fait, lui, il a dit autrement et avec ses mots ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et je trouve ça très chouette. Comme disait Teilhard de Chardin, le père jésuite, en montant, tous les chemins convergent. Mais les montagnards pourraient dire la même chose. Bon voilà, moi j'accompagne voilà, avec un grand plaisir tous les dirigeants là-dessus. Et voilà, je pourrais vous parler évidemment de plein d'autres choses. Je vais le mettre là, mais le but du jeu, voilà, j'ai parlé évidemment longtemps. Tout ça, ce sont des actions que j'ai menées suite au coaching que j'ai engagé avec les dirigeants. Et c'est chouette d'échanger avec eux parce qu'évidemment, moi je leur apporte ce que je peux leur apporter et eux aussi m'aident finalement à illustrer et ils me donnent de nouvelles idées aussi parce que voilà, comme disait l'autre, à 2 cerveaux on pense mieux qu'à un seul et donc, et en plus quand on est en réception, moi ils ne le savent pas mais je bois leurs paroles en tout cas et derrière ça me donne plein d'idées. Par exemple, il y a un dirigeant qui me dit ouais, la RSE, ouais, l'environnement c'est bien, mais enfin une fois sur deux, on oublie en fait. Hein, quand on doit appuyer sur le bouton de la décision, bon, l'environnement, on l'oublie un petit peu. Et donc on a discuté autour de cette idée-là, comment finalement être sûr de penser à l'environnement au moment d'appuyer sur le bouton. Je reviens à mon exemple de fabricant, de constructeur d'hôtels ou de promoteur immobilier. Comment être sûr d'intégrer l'environnement au moment de la prise de décision. Eh bien, on a abouti finalement à une idée qui consiste extrêmement simple. Hein. Les meilleures idées sont les plus simples. Bien, on dit, tu vois, la prochaine fois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas installer dans la salle de réunion dans laquelle tu prends les décisions importantes, tu vas mettre un bonsaï ou une plante en pot, en fait. Et tu vas remplacer dans ta table, autour de ta table, donc de ta salle de réunion, de comité de direction, de COMEX, à la place d'un siège, tu vas mettre une plante verte et au moment du tour de table, tu vas forcément t'arrêter sur la plante verte et ce sera le meilleur moyen finalement de penser à l'environnement parce que tu vas interroger la plante verte pour savoir ce qu'il pense de l'idée que tu suggères. Et en fait, il faut faire parler les plantes vertes. Et donc, comme je l'ai écrit quelque part, il faudrait que la plante verte et la nature aient un statut de membre permanent dans le COMEX. Et ça, j'ai donné un nom à ça. Vous avez entendu parler des parties prenantes. Et la plante verte représente les parties prenantes silencieuses. Les PPS, ce sont les parties prenantes silencieuses. C'est-à-dire ceux qui ne s'expriment jamais et qui pourtant vont être impactés par la décision que vous allez prendre. C'est la faune, la flore, les générations qui viennent. Et pourquoi pas la beauté du monde. Ça, c'est plus dur à mesurer. Et la plante, elle porte tout ça. Et donc, au bout d'un moment, moi, je vous invite vraiment à mettre une plante verte hein, dès lundi hein, dans votre salle de réunion. Et vous allez faire le tour. Et quand vous avez des décisions importantes à prendre, et même par rapport à un gars que vous voulez recruter, et vous allez interroger la plante et vous allez lui dire « Qu'est-ce que tu penses du gars finalement que je vais recruter ?» Et finalement, la plante, elle va vous dire « Ouais, il est bien hein, sur le plan financier, il a des compétences professionnelles hors pair, il a un CV grand comme ça. Et franchement, je le sens pas bien parce que en termes
de respect de l'environnement, il m'en a pas parlé une fois. Il a un V12 sous le capot, il est venu avec son V12. Et puis, enfin, je sais pas, peut-être que vous allez ramener ce qu'il vous a raconté dans l'entretien d'embauche et vous direz, ah ouais, en tout cas en tant qu'environnement, après peut-être que vous le recruterez. Mais en tout cas, l'arbre, il vous dira, je le sens pas en termes de RSE, par rapport à tout ce que j'ai envie de faire autour de ma raison d'être, je le sens pas bien. Et la plante verte, elle vous dira, si j'étais toi, je le recruterais pas. Ou au contraire, vous direz le contraire en disant, ouais, là franchement, tu as une perle, tu as quelqu'un de bien, parce qu'en plus, sur le plan associatif, elle s'engage, il ou elle s'engage en faveur justement de... justement, tout. Elle t'a dit, dans le cadre de l'entretien de recrutement, tous les étés, elle prenait un peu de temps pour nettoyer les déchets des plages, elle faisait des choses, etc. Ben, banco, parce que le jour où toi, ta raison d'être, tu l'écriras et qu'il y aura peut-être une dimension environnementale, tu sais que tu pourras trouver chez elle un appui, un ambassadeur, un promoteur de ta raison d'être, et derrière, tu pourras même t'en servir pour t'en faire le promoteur le jour où tu auras besoin d'elle pour promouvoir ta raison d'être auprès du reste de l'équipe. Waouh! Et la plante verte, elle pourra vous dire tout ça. Vous voyez comment, de manière extrêmement pragmatique, une plante verte peut vous parler dans l'oreille. À condition que de temps en temps tu l'arroses un peu, que tu lui donnes un peu d'engrais, que tu la soignes un peu. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas recevoir sans donner en premier lieu. Et un vrai leader, un vrai leader donne avant de recevoir. Pour recevoir et non pas l'inverse. Il y a des gens qui veulent que recevoir avant de donner, ça ne marche pas. Mais Elias, même pour vous-même, ce que je dis de temps en temps aux dirigeants, je leur dis, pensez à vous donner à vous si vous voulez recevoir pour vous. Elle me dit, ouais, c'est vague ton truc. On va préciser. Oh, on va préciser. Acceptes-tu de te donner du temps pour toi? Rien que ça. Donc on voit bien que même ceux qui ont besoin d'être mieux, qui souffrent d'un problème de solitude ou d'un problème même de stress, de gestion du stress, c'est considérable. Pour tous les dirigeants, le stress c'est terrible, parce qu'ils ont une charge mentale considérable. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'en voudraient pas, hein, franchement. Aujourd'hui, moi je trouve que les dirigeants sont nos héros modernes, hein, sérieusement. Hein, sérieusement. Je crois qu'on ne le dit pas suffisamment. Les dirigeants sont des héros modernes. Des héros. Et donc, au bout d'un moment, moi je leur dis, voilà, toujours dans cette notion même de se grandir soi-même. Qu'est-ce que tu te donnes pour te faire grandir toi-même? Et la première chose que tu peux te donner, c'est du temps. Alors évidemment, c'est rare, ce qui est rare et cher, blablabla. Mais est-ce que toi-même, tu es dans une relation de don vis-à-vis de toi? Je continue mon raisonnement. Comment veux-tu être dans une relation de don à l'autre si tu n'es pas dans une relation de don à toi-même? Je le redis, l'arbre se construit au centre. Toujours une image végétale derrière. Jean Lartegui, qui a écrit des choses voilà, plutôt militaires, mais c'est très militaire, c'est un peu comme ça. Il me disait, on ne peut pas bâtir la paix sur la base d'une guerre civile intérieure. On ne peut pas bâtir la paix sur la base d'une guerre civile intérieure. On ne peut pas installer l'harmonie à l'extérieur de soi si votre collaborateur voit que vous êtes en situation de conflit intérieur. Donc cette harmonie, vous devez aller la chercher. Vous ne pouvez pas la trouver si vous n'êtes pas dans une relation de don à vous-même. Cette relation du don, elle démarre par du temps pour vous. C'est tout. De la même manière que pour être un bon pianiste, il faut faire ses gammes et prendre du temps pour faire ses gammes et travailler. Se laisser inspirer, peut-être marcher, chacun ses méthodes. Et quelle est votre méthode pour vous apporter ce dont vous avez besoin? Et l'histoire du dirigeant démarre là. Elle ne démarre pas par l'autre, elle démarre par vous. Elle démarre par un point central. C'est le point à partir duquel tout rayonnera autour. Et si vous démarrez par la périphérie, à ce moment-là, le centre, il sera à l'extérieur de vous, mais il ne sera pas vous, en fait. Et à ce moment-là, vous créez un déséquilibre, même physique, un effet de levier qui fait que ça ne pourra pas tenir. Et si vous vous engagez trop sur un point déporté, c'est une image physique qui me vient, à ce moment-là, il y a un effet de basculement qui fera que vous passerez beaucoup d'énergie chez l'autre et pas chez vous,
Et à ce moment-là, ça porte un nom, hein, ça s'appelle un burn-out. Par souci de bien faire, parce que vous avez déporté le centre de gravité chez l'autre plutôt que chez vous, vous ne vous êtes pas suffisamment respecté, à ce moment-là, ça porte un nom, ça porte l'épuisement professionnel, le burn-out, la dépression ou l'attaque cardiaque. Sérieusement ? Malheureusement, il y a une surreprésentation de crise cardiaque parmi les dirigeants, puisqu'en médecine chinoise et notamment taoïste, tout ça, ça vient du cœur en fait. Hein. Ça vient du cœur. Et le dirigeant, le cœur, est lié notamment à l'énergie du feu. Voilà. Donc tout ça, ça vient du cœur, et il y a beaucoup de dirigeants qui partent par le cœur, ce qui est logique, puisque c'est aussi le cœur de l'organisation, c'est le cœur de l'entreprise. Et dans le travail que j'ai réalisé entre les organes du corps et les organes de l'entreprise, parce qu'il y a 5 organes dans la médecine chinoise taoïste, et donc j'ai créé donc une association, en fait, une analogie, voilà, entre les 5 organes du corps humain et les 5 organes du corps social, du corps de l'entreprise. C'est très intéressant. Et parce que je vous ai dit que la nature était fractale, eh bien, de la même manière que les lois de la médecine prévalent pour les individus, ce que j'ai fait, c'est simplement dupliquer les lois de la médecine taoïste et traditionnelle chinoise dans le traitement des dysfonctionnements de l'organisation au sens d'un corps humain, d'un corps social, évidemment avec non pas un seul corps, mais plein de corps humains qui travaillent et qui s'appellent au sein d'une organisation, que ce soit une entreprise, une collectivité. Voilà. Bon, il ne me reste plus, si tu as terminé, qu'à te remercier. Quelques questions peut-être Oui, attends, il y aura beaucoup de questions. Mais d'abord, on parle de Qigong, qu'est-ce que tu voulais signifier? Donc l'art énergétique auquel je faisais allusion, c'était le Qigong, c'est ça, le Qigong traditionnel. Il y a 2 grandes traditions en fait, énergétiques et de santé dans le monde, connues. En tout cas, il y a le yoga que tout le monde connaît. Et il y a le Qigong traditionnel taoïste et bouddhiste aussi, plus tardivement, voilà, qui est chinois, quand le yoga est indien. Et donc le Qigong, c'est une sorte de... Oui, on peut trouver beaucoup de choses dans le Qigong. C'est déjà être en meilleure santé, développer l'immunité, par exemple, corporelle, très utile en période de Covid, par exemple. On résiste un peu mieux. Voilà. Ça permet aussi, plus sérieusement, d'éviter de tomber malade, d'avoir une meilleure énergie, etc. Résistance au virus, etc. Évidemment, il faut faire très attention à l'alimentation, au sommeil. Le côté émotionnel aussi, installer le calme à l'intérieur de soi, pacifier ses émotions, ça aussi l'art de la respiration, ça c'est très intéressant dans le Qigong. Mais aussi donc se connaître, évidemment, je l'ai dit. Voilà, ça ici, c'est ici. Gérer les émotions, toutes les émotions. Il y a 5 émotions de base dans le Qigong, associées à des organes. C'est ça qui est intéressant dans le Qigong, c'est que si je travaille le foie, par exemple, ça m'aide à être moins colérique, moins impatient, moins irritable. C'est ça qui est, pour moi, la puissance du modèle chinois, c'est ça. C'est en travaillant le corps, j'aide les émotions. Et en travaillant les émotions, j'aide le corps. Et tout se tient. Et j'aide aussi l'esprit. Et tout ça, ça se tient, finalement, dans la folle sarabande des farandoles, finalement, de la liaison des plans. Et ensuite, ici, le 3e plan, c'est le plan psychique, où on trouve les 7 fonctions psychiques, le sommeil, la mémoire, la volonté, la concentration, l'élocution, prise de parole en public. La méditation. Oui, ça c'est un moyen. L'ouverture d'esprit, etc. Et l'intuition. Et après, on peut accéder effectivement à des facultés un peu plus, on va dire, subtiles, comme l'intuition, par exemple. Voilà, la précognition, des choses comme ça. Et on s'ouvre à des choses beaucoup plus subtiles. Je reviens à mon exemple des capteurs. On ne fait simplement que ouvrir des capteurs que l'on a à l'état natif et à l'état naturel en soi, simplement par le travail énergétique. On part à la découverte de son instrument, en fait. Hein. C'est comme un pianiste qui auparavant travaillait juste sur une octave, d'accord, et petit à petit il découvre, bah zut, son clavier il est plus large que prévu, et donc bah, il part à gauche avec la main gauche, et avec la main droite, bah, il découvre qu'il y a encore des octaves. Je crois qu'un piano c'est combien d'octaves? 7, 8 octaves, bah, il découvre les 8 octaves. L'autre image aussi qui me vient, c'est que par la vision, on a simplement une fréquence en tout cas visible par l'œil humain, mais il y a aussi les infrarouges et il y a les ultraviolets qu'on ne voit pas. Eh bien, le travail énergétique permet de voir, que ce soit sur le plan visuel, auditif, etc., enfin c'est l'image, ben, des choses que l'on ne voyait pas auparavant, on les voit désormais.
Voilà. Les chiens perçoivent vous avez compris que j'adore les chiens. Les chiens perçoivent des ultrasons que nous, les humains, on ne perçoit pas. Donc c'est comment développer ses propres capteurs internes pour accéder à des perceptions et des informations qui pour l'instant nous sont inaccessibles. Et en tant que dirigeant, c'est hyper utile.